Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle invitation au voyage. Je suis ravie de vous retrouver et de vous emmener aujourd'hui encore aux quatre coins du monde. En l'occurrence, on se rendra à vélo aux Pays-Bas. On en compte plus que d'habitants dans ce pays. De la reine à John Lennon, tout le monde monte en selle, mais il a fallu lutter pour qu'il devienne le principal moyen de transport du pays. Qui a dit que le danois était une langue compliquée? Par exemple, mackerel filet, ça veut dire filet de maquereau. Celui que nous préparerons savamment dans Papille sera agrémenté de tomates, mais aussi de quelques capucines et d'un délicat vinaigre de rose. Une recette simple et élégante. Smartphone dans les rues, télétravail, vidéosurveillance. Vous croyez que tout ça c'est récent? Eh bien non. Un documentaire visionnaire tourné à Paris au temps où la télé était encore en noir et blanc avait déjà tout prévu. Mais avant, notre rituel quotidien, c'est la devinette. Savez-vous pourquoi en juillet 1979, l'ouragan qui a frappé le sud-est des États-Unis est entré dans l'histoire? Rien à voir avec sa puissance. La région en a vu passer des plus dévastateurs. Si l'ouragan Bob nous intéresse aujourd'hui, c'est pour un détail qui est devenu tout à fait banal aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une révolution. Je vous laisse deviner et la réponse, comme d'habitude, on la retrouve en fin d'émission. Car pour le moment, j'ai envie de vous raconter l'histoire d'un petit enfant tiraillé entre deux pays, la Tunisie et la France. Entre deux religions aussi, l'islam et le judaïsme. Albert Memmi, c'est lui. Albert Memmi à l'ombre des hauts murs de la Médina de Tunis. C'est notre inspiration du jour. Où se place-t-on lorsqu'on est d'ici et d'ailleurs? Lorsqu'on est l'étranger, le minoritaire, l'autre? Nom, Memmi. Prénom, l'employé d'état civil ayant refusé le prénom hébraïque, ce sera Albert. Date de naissance, le 15 décembre 1920 à Tunis, dans une famille juive qui compte 8 enfants. Œuvre, un journal tenu depuis l'âge de 16 ans et une longue série d'essais, des portraits à travers lesquels il se met à la place de tous. Portrait du colonisateur, du colonisé, d'un juif, du décolonisé. Mais Albert Memmi, c'est aussi un romancier. La statue de sel, son premier ouvrage publié en 1953, préfacé par Albert Camus, est un classique de la littérature maghrébine. Dans cette autobiographie à peine romancée, son double fictionnel se nomme Morderaï Alexandre Benilouche. À travers lui, l'écrivain fait face à tous les méandres et la complexité de l'identité que ce triple nom revêt. Tunisien, il grandit sous le protectorat français, au sein de la minorité juive d'un pays musulman. Albert Memmi, c'est précisément l'impossibilité d'être quoi que ce soit, où que ce soit. Il a les yeux rivés vers Paris dès l'adolescence. L'idéal aurait été d'avoir l'épouse et l'amante, la France et la Tunisie, et en fait de tout prendre, mais c'est pas possible. Il dit les autres ne veulent pas, les autres ne sont pas d'accord. Et donc il faut choisir. Et choisir en soi est un drame, quoi. Voilà. Albert Memmi est un métis qui n'appartient à personne. Il comprend tout le monde parce qu'il n'est totalement de nulle part. Pris entre deux civilisations, il cherche sa solution. C'est dans la minuscule impasse Tranja que grandit l'enfant Memmi, à proximité immédiate de la Hara, le ghetto juif de Tunis, aujourd'hui connu sous le nom de Hafsia. L'administration française est alors solidement installée dans le pays et la société si cosmopolite est fortement hiérarchisée. À l'époque d'Albert Memmi, la Hara était une ville dans la ville. C'est-à-dire qu'il y avait des commerces, il y avait des habitations. Et puis, dans toutes les rues, vous pouvez imaginer aisément les gosses qui se promènent en kippa pour jouer ensemble, les parents qui parfois peuvent avoir une barbe vénérable et les femmes qui peuvent se parler d'un toit à l'autre. C'est un habitat très populaire et c'est un lieu où les gens vivaient dans une convivialité extraordinaire, pour ne pas parler de promiscuité. Donc, c'est le vécu d'une ville juive
à l'intérieur de la ville de Tunis. Et Tunis est effectivement une juxtaposition de plusieurs cultures, avec les Siciliens d'un côté, les Maltais de l'autre, les Juifs tunisiens, les Juifs livournais et bien entendu la majorité musulmane. Et dans cette diversité où n'importe qui se sent chez soi et personne à l'aise, chacun enfermé dans son quartier a peur de son voisin, le méprise ou le hait. Dans les années 20, pas de pavés dans ces ruelles mal tracées ou pas tracées du tout. On vit de 1000 métiers, bons et mauvais. L'analphabétisme et le chômage sévissent durement et en permanence. Alors on s'improvise marchand ambulant, au mieux épicier, cordonnier ou bourrelier. Son enfance ici, c'est le reflet de son père et du métier de son père, qui est un métier fini en quelque sorte. Son père était bourrelier et il travaillait sur les harnachements, les harnais et toutes sortes d'objets en cuir. Et ce métier-là était un métier qui était condamné à disparaître. On peut rater son enfance ou sa vie. Lentement, douloureusement, j'ai compris que j'avais raté ma naissance à ma ville. Quand on parle d'extrême pauvreté, c'est la difficulté à se nourrir, c'est la difficulté à se projeter dans l'avenir, c'est également la difficulté à être dans le monde. Et c'est tout cela qui a été la jeunesse ou l'enfance d'Albert Memmi. L'enfance d'Albert Memmi a été difficile. Et c'est peut-être là qu'il est allé chercher cette volonté de faire qui a été la sienne. Et que cette sortie de la Hara, c'est aussi une sortie de cette impasse matérielle dans laquelle se trouvait toute une famille. Lorsque je me trouvais dans les boyaux tortueux des souks, j'étais pris de malaise. Rapidement, il me fallait retrouver l'espace ouvert. Il me semblait que j'allais me cogner au mur trop rapproché. Le jeune Memmi n'a qu'une ambition, fuir l'atmosphère étouffante de la Hara, à l'image du héros de son roman La statue de sel. Ce titre fait référence à la Genèse où une femme, Édith, est instantanément figée quand elle commet l'irréparable faute de regarder vers son passé. Pour moi, le titre est fondamental. Une statue de sel, c'est la métaphore d'Édith qui se retourne pour être pétrifiée. Et lui ne veut absolument pas être pétrifié. Il tient à aller vers le monde et à aller de l'avant. C'est cela, la statue de sel. Je ne me retourne pas. Je franchis le seuil et je pars. Le jeune homme passe d'abord d'une impasse à l'autre, fréquentant la rue Abdalagesh, connue partout en Tunisie pour ses cellules dites réservées et lieux de plaisirs interdits pour Albert Memmi. Bientôt, je me trouvais dans la profusion, la multitude, entouré d'extraordinaires promesses. Il y avait, en peu d'espace, une quantité considérable de femmes. J'étais aussi apeuré d'avoir osé arriver jusque-là, d'approcher enfin ce mystère dont je rêvais en secret et qu'interdisait la morale. Je ne savais pas si je faisais quelque chose de scandaleux ou si je courais une formidable aventure. Présenté comme l'élu de la communauté qui pourra aller au-delà de son destin tout tracé d'artisan, Albert Memmi intègre en 1932 le prestigieux lycée français de Tunis, situé dans le centre-ville européen. Mais cette entrée à l'école républicaine est pour lui à la fois un privilège et une épreuve cruelle. En allant au lycée, j'allais faire connaissance avec la ville. J'avais cru que, par une faveur insigne, on m'ouvrait les portes du monde. Je n'aurais qu'à y entrer pour être accueilli avec joie. Je me découvris irréductiblement étranger dans ma ville natale. Il y a la ville moderne et il y a surtout d'autres classes sociales avec lesquelles il s'est mêlé au lycée, des gens ayant d'autres moyens, d'autres niveaux de vie, etc. Et donc, je dirais que ça n'a pas été très facile. Il était parmi les colonisés, il appartenait à une communauté minoritaire, les Juifs de Tunisie, et parmi cette communauté minoritaire, il appartenait à une classe sociale défavorisée. Ça fait plein de handicaps quand même. Toujours, je me retrouverai mort des rails Alexandre Benilouche, indigène dans un pays de colonisation, juif dans un univers antisémite, africain dans un monde où triomphe l'Europe. Pour parler de lui à un certain moment, j'ai utilisé un proverbe tunisien qui est difficile à traduire, mais
En arabe, c'est l'anhabak la nusbra alik. On peut le traduire en tordant un peu le cou à la langue française par ni je t'aime, ni je ne supporte ton absence. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'on appelle le dépit amoureux, quoi. C'est vraiment une relation très complexe, conflictuelle, etc., mais qui est au fond une relation d'amour, quoi. Une relation d'amour qui parfois peut s'exprimer par un rejet, par... C'était un écorché vif, réellement. Je vis bien que si je me coupais inévitablement de mon milieu d'origine, je n'entrais pas dans un autre. À cheval sur 2 civilisations, j'allais me trouver également à cheval sur 2 classes. Et à vouloir s'asseoir sur 2 chaises, on est assis nulle part. Vous voyez cette espèce de paradoxe, quoi. J'adore ce pays, je ne peux pas vivre hors de ce pays. Et quand je vis hors de ce pays, je suis malheureux. Mais en même temps, c'est un pays dans lequel, quand j'ai vécu, je n'ai pas été heureux. Donc, et c'est les deux à la fois chez Mémie. À l'image d'une Tunis multiconfessionnelle, où les dômes blancs et les minarets côtoient la grande synagogue et la cathédrale Saint-Vincent de Paul, Albert Memmi, aux identités plurielles, enfonce le couteau dans la plaie en se détachant de plus en plus des valeurs religieuses de sa communauté. Comment affirmer que Dieu n'existe pas et aller à la synagogue? Quelle effroyable hypocrisie! Je cessais graduellement d'accompagner mon père au temple, même pour les grandes fêtes rituelles. Rien d'ailleurs ne pouvait m'y attirer. Il y a une crise de foi, comme disait Nougaro, qui arrive à tous ceux qui sont adolescents, et notamment l'année de philo, donc l'année de terminale où on commence à raisonner, où on commence à rejeter, disons, les croyances. Ça dure chez certains, ça ne dure pas chez d'autres. Chez Albert Memmi, ça a duré toute sa vie. Les âmes ne sont pas immortelles. Le paradis n'existe pas, ni l'enfer. Je ne pouvais raconter à personne ma difficile lutte contre moi-même. Pris dans le séduisant tourbillon de la modernité, Albert Memmi considère les valeurs communautaires et familiales comme obsolètes et surannées. Sa course vers l'Occident accentue son sentiment de rejet autant qu'elle alimente la terrible culpabilité de trahir les siens. Comme un palliatif, le jeune homme se réfugie dans l'écriture. C'est alors que je découvris un terrible et merveilleux secret qui peut-être me ferait supporter ma solitude. Pour m'alléger du poids du monde, je le mis sur le papier. Je commençai à écrire. Je découvris l'extraordinaire jouissance de maîtriser toute existence en la recréant. Au port de la Goulette, à une dizaine de kilomètres de la capitale, Albert Memmi savoure le rêve d'un ailleurs. Il choisit de s'installer à Paris avec l'espoir d'une vie meilleure, comme son personnage dans la statue de sel, qui depuis ce port quitte Tunis pour l'Amérique du Sud. Ce lieu représente la fuite, si vous voulez. On se dégage de ses problèmes, de ses contradictions. On rêve en tout cas de s'en dégager, mais jamais l'auteur, l'écrivain ne va se dégager de tout cela. Il y vivra jusqu'à sa mort pleinement. Mais c'est un moment où le personnage va rêver de résoudre le problème du déchirement, du tiraillement entre l'Europe et la Tunisie, l'Afrique, comme il dit. Et à ce moment-là, le port va offrir, en quelque sorte, comme une solution. Quelle solution? Un ailleurs lointain qui va peut-être faire oublier les attaches européennes et les attaches tunisiennes. De cette vie tout ensemble déchirée et enrichie de ses multiples identités, Albert Memmi a construit une vision humaniste, créant des ponts entre l'Orient et l'Occident, l'Europe et le Maghreb, les cultures juives et arabes. Ce qui m'interpelle dans l'œuvre d'Albert Memmi, c'est l'amour de l'autre. L'amour est quelque chose de fondamental dans l'œuvre d'Albert Memmi. C'est ça ce qui construit le vivre ensemble. C'est cela qui construit la paix définitive entre les hommes, entre les peuples, entre les communautés.
et entre les foi diverses. Cette foi qu'Albert Memmi n'a pas. Mais il l'a remplacée par la foi religieuse, il l'a remplacée par la foi dans la raison et dans l'amour de l'autre. Je ne sais pas si vous avez fait attention au labrador qui jouait avec son maître sur la plage. En Tunisie, en tout cas, il existe une autre race de chiens présente dans le pays depuis des milliers d'années, le Slougi. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Il court, le Slougi. Et vite, il peut atteindre 60 km/h. D'accord, pas longtemps, mais quand même, il est plus rapide qu'Usain Bolt qui lui plafonne à 43 km/h. Il court vite et depuis longtemps. Dans le Djebel Ouslat en Tunisie, on le voit déjà sur des peintures rupestres qui datent du néolithique, soit entre 8000 et 5000 ans avant notre ère. De l'autre côté du Sahara, on le retrouve sur des hiéroglyphes. Plus près de nous, il figure également sur des mosaïques romaines exposées aujourd'hui au musée archéologique d'El Djem. Et selon la légende, il aurait même accompagné Hannibal et ses éléphants dans la traversée des Alpes. C'est d'ailleurs avec lui que ce lévrier berbère serait arrivé en Europe. En vrai, le Slougi aboie peu et il déteste le froid. Pas sûr donc qu'il ait franchi les Alpes. Ce n'est pas non plus son caractère réservé, voire carrément ombrageux, qui a fait de lui un fidèle compagnon. Quand on le regarde dans le fond des yeux, on peut avoir l'impression qu'il est triste, voire complètement dépressif. Mais pas du tout. Il a un angle de vision de 270 degrés, ce qui lui permet de détecter des proies qui se déplacent à près de 800 mètres. Ça fait donc de lui un excellent chien de chasse, des lièvres et même des petites gazelles, mais aussi un parfait gardien de troupeau. C'est d'ailleurs à cela qu'il a servi pendant des millénaires. Un mot pour conclure sur la femelle de ce lévrier qu'on appelle levrette. L'homme ayant toujours cherché à imiter la nature, il a aussi donné le nom de cette chienne à une position sexuelle. Pourquoi levrette et pourquoi pas bulldog ou caniche ? Les Anglais sont restés plus évasifs, ils pratiquent le doggy style. Les Italiens sont caprins, là-bas on dit pecorina, qui signifie la brebis. Et en Inde, c'est carrément le congrès de la vache. J'espère que les kilomètres vous font pas peur. On va se servir de cette belle bête pour notre nouvelle étape entre La Haye et Amsterdam. Et si vous ne savez pas pourquoi les vélos hollandais sont un petit peu différents de celui-ci, eh bien vous allez avoir la réponse tout de suite avec l'héritage. À La Haye, pour déguster l'un des meilleurs cafés de la ville, pas la peine de garer son vélo. Un cappuccino ? Oui, s'il vous plaît. Au fond de la salle, un atelier permet même, entre deux ristrettos, de faire réparer sa bicyclette. C'est bon, là, elle est parfaite pour rouler. Ok, super. Je t'en prie. Merci. Salut. Aux Pays-Bas, on compte plus de vélos que d'habitants. On pourrait presque croire que le deux roues a toujours fait partie du paysage. En réalité, cette idylle entre un peuple et sa monture s'est patiemment forgée au fil du XXe siècle. Et ce n'est pas parce que les chemins de ce plat pays lui sont particulièrement favorables qu'il est devenu le moyen de transport préféré des Hollandais. Égalitaire et convivial, pratique et écologique, le vélo cristallise les valeurs de la société hollandaise, un symbole identitaire et même politique. Pour un Hollandais, le vélo représente la liberté, la possibilité d'aller où on veut, quand on veut. Donc à nos clients, nous disons « Venez, vous pouvez rentrer avec votre vélo, pas de problème ». Cela crée tout de suite une ambiance conviviale. Dans la vie d'un enfant hollandais, il y a deux étapes majeures. Est-ce que tu sais marcher ? Puis, est-ce que tu sais faire du vélo ? C'est à La Haye que démarre cette histoire passionnelle, par un formidable coup de pub. 80 ans après l'invention de la Draisienne en Allemagne, alors que le vélo se diffuse lentement auprès des élites fortunées européennes, il se trouve ici une alliée de choix.
C'est la ville du pouvoir, celle de la famille royale. Les institutions ont toujours été ici. Là, c'est le palais de Noordeinde II. Le vélo est vraiment la meilleure façon de se déplacer ici. Cela permet de tout découvrir. Notre famille royale est pionnière. Elle a adopté le vélo très tôt. En 1897, la reine Wilhelmine, alors âgée de 17 ans, voit pour la première fois un vélo à Vienne. Elle est aussitôt très enthousiaste. Elle adore sentir le vent dans ses cheveux, se sentir libre de pouvoir tourner à droite ou à gauche, de faire ses propres choix lors de ses promenades. Elle a donc voulu se mettre au vélo très tôt. Cela a fait sensation dans la presse. C'était unique. Il n'y avait aucun autre pays où une reine ou une princesse se déplaçait à vélo. La mère de la jeune reine voit d'un mauvais œil cette pratique. Toute la lignée dépend de cette unique héritière. Or, en plus d'être dangereux, le vélo est alors suspecté de rendre les femmes stériles. Faisant fi des interdictions, Wilhelmine chevauche son vélo dès qu'elle en a l'occasion et transmet même sa grisante passion à sa fille Juliana. En septembre 1937, la princesse héritière Juliana présente son fiancé, le prince Bernhard, sur un tandem. C'est devenu une image iconique. C'était vraiment le choix parfait pour introduire son fiancé au public. Nous sommes hollandais, c'est notre symbole, utilisons nos vélos. Les Pays-Bas sont devenus une monarchie tardivement, en 1813. Cela nous a pris du temps d'accepter ce régime, car nos premiers rois étaient très éloignés du peuple. Depuis que la reine Wilhelmine s'est affichée en vélo, toute la famille royale s'est rapprochée du peuple en roulant. Cela a aussi banalisé l'image du vélo comme moyen de transport. C'était une révolution pour notre société. Soudain, tout le monde avait la même opportunité de se déplacer. Cela nous a rapprochés et rendus plus égaux. Mais au début du XXe siècle, le vélo n'est pas encore accessible à toutes les couches de la population. Par rapport à la France ou l'Allemagne, les Pays-Bas accusent un retard d'industrialisation. C'est grâce à une petite ville, perdue au centre du pays, que les Pays-Bas vont se remettre en selle. Les îlots résidentiels de la cité ouvrière de Dieren gravitent autour de cet édifice industriel, siège d'un fabricant de vélos, fournisseur officiel de la famille royale. Fleuron national, la marque Gazelle produit dans cette usine près de 300 000 vélos par an. Tout commence grâce à un certain Wilhelm Keuling, un facteur devenu importateur de bicyclettes, puis chef d'entreprise. Nous avons participé à la première révolution cycliste dès les années 1900. Keuling voulait produire des vélos afin d'être capable de fournir au plus grand nombre ce moyen de transport relativement économique. À partir de 1905, lui et les autres fondateurs ont commencé à fabriquer leurs propres vélos dans cette usine. Évidemment, cela permettait de diminuer leurs prix et de les rendre abordables pour plus de gens. Dès 1912, la marque diffuse la culture de la bicyclette à grand renfort de publicité, créant notamment pour cibler les enfants un héros de dessin animé baptisé Pete Pelle. Nous voulions vraiment promouvoir l'usage quotidien du vélo comme moyen de transport. Dans les années 20, avant la crise de 29, le vélo a commencé à devenir populaire. Après la crise, encore plus. Surtout comparé aux voitures, qui étaient trop chères pour la plupart des gens. Et après-guerre, lors de la reconstruction du pays, le vélo était vu comme un symbole de liberté. Décennie après décennie, on observe une adoption croissante de la bicyclette.
C'est un vélo au design bien spécifique que les Hollandais produisent en masse. Alors que d'autres pays n'ont Dieu que pour la vitesse et les engins taillés pour la compétition, les Pays-Bas se façonnent une monture à leur image. Ce modèle s'appelle le Tour populaire, avec un cadre bas, spécialement conçu en premier lieu pour les pasteurs, avec leurs longues robes. Puis pour les femmes, bien sûr. Les poignées du guidon se recourbent vers vous et vous permettent d'être assis très droit. Cela donne une meilleure vision du trafic, ce qui est plus sûr mais aussi plus confortable, car vous ne mettez pas de poids sur vos poignets. Pédaler devient un peu plus dur, car votre prise au vent est plus importante. Mais cela transforme le vélo en une activité beaucoup plus sociale. Quand vous pédalez à côté d'un ami, vous pouvez discuter. Vous échangez des regards avec les autres cyclistes et les piétons. Ce vélo et cette façon de pédaler représentent l'archétype du vélo hollandais. C'est un modèle terre-à-terre, pratique, solide. Bref, typiquement hollandais. Bon, là il pleut, mais ce n'est pas grave. Aux Pays-Bas, on pédale quelle que soit la météo. Après-guerre, au début des 30 Glorieuses, l'air est au tout-voiture. La reconstruction et l'urbanisation des villes sont pensées pour le vrombissement des moteurs, promesse de progrès et de modernité. La petite reine porte alors les utopies de toute une génération opposée à cette société qui se dessine. À Amsterdam, la place des musées est l'un des plus grands parcs du centre-ville, un lieu de rassemblement vert et ouvert. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, juste là où nous nous trouvons, il y avait une route très large. Elle était surnommée la plus courte autoroute des Pays-Bas. Elle était construite pour le futur, car le futur était pavé pour la voiture. Au final, la voiture aurait pu triompher à Amsterdam. C'était sans compter sur une poignée d'irréductibles cyclistes. Au milieu des années 60, en pleine guerre du Vietnam, un groupe d'anarchistes baptisé Provo réveille les consciences. Érigeant la voiture en symbole d'un capitalisme bourgeois qui écrase tout sur son passage, ces provocateurs lui opposent le vélo et ses vertus écologiques et démocratiques. Provo a eu l'idée d'un plan vélo blanc. Il s'agissait de disposer des centaines, voire des milliers de vélos dans la ville. Ils étaient tous peints de la même couleur, en blanc. Et vous pouviez en attraper un quand vous en aviez besoin, puis le reposer où vous voulez pour que quelqu'un d'autre l'utilise à son tour. Il n'y avait pas de cadenas, c'était en libre service. C'était un plan très idéaliste, mais aussi très innovant. Provo a réussi à faire du vélo le moyen de transport le plus cool qui soit. Soudain, c'était le véhicule de la révolution. En 1969, John Lennon et Yoko Ono relaient cette action choc lors de leur très médiatique lune de miel pour la paix dans une chambre d'hôtel d'Amsterdam. Le vélo devient l'icône d'une guerre des images qui se poursuit dans les années 70. La forte densité de population rend d'autant plus infernale l'explosion du nombre de voitures en ville. Les accidents sont de plus en plus fréquents. Une association tire la sonnette d'alarme avec cet impressionnant sit-in sur la place des musées en mémoire des morts de la route. Cette image a eu un impact majeur. Elle était forte, elle était choquante, et elle a éveillé les consciences sur la sécurité routière dans la ville concernant les cyclistes. Cette pression continue pèse sur les politiques publiques. Petit à petit, les villes se transforment et sanctuarisent leur réseau de pistes cyclables. On en compte plus de 400 km rien qu'à Amsterdam. Mais même aux Pays-Bas, la partie n'est jamais gagnée pour de bon. Le dernier exemple de lutte en date concerne l'emblématique passage qui traverse le Rijksmuseum.
Cette piste cyclable est l'une des plus belles du réseau d'Amsterdam. L'atmosphère est incroyable, l'acoustique aussi. On a l'impression de pédaler à travers l'histoire. C'est comme si elle faisait elle-même partie des collections du musée. Un joyau sauvé in extremis en 2013, alors qu'un plan prévoyait de la fermer pour agrandir le musée. Cette question a déchiré la ville d'Amsterdam. Cela a généré un énorme conflit, plein de rebondissements dramatiques. Après 10 ans de lutte, de projets, de contre-projets et de manifestations, les cyclistes ont fini par obtenir gain de cause. Aux Pays-Bas, la culture cycliste a toujours gardé une certaine importance, une masse critique. Cela fait que sur le terrain, contrairement à d'autres pays, l'activisme n'est pas perçu comme quelque chose de trop radical. En fait, ici, la culture du vélo reste mainstream. Ce n'est pas une sous-culture. C'est le jour du poisson aujourd'hui dans Papille au Danemark. C'est une recette raffinée qui nous attend avec Kenneth. Kenneth qui a l'œil pour reconnaître les meilleurs maquereaux. On le retrouve à Copenhague. La vache, ils sont gros, ils sont beaux. Ils sont du coin, de Homlebeck. Ah bon? C'est vraiment bien. Eh oui. Le plat que nous allons préparer aujourd'hui, c'est le maquereau à la tomate, mais je vais le réinterpréter. C'est un plat qui m'est cher. Alors il nous faut beaucoup de tomates, du maquereau grillé, beaucoup de fines herbes, des amandes grillées et du fromage frais. Ici on a des capucines. Elles ont un goût prononcé de cresson. C'est fort en goût, frais et délicieux. Et en plus, c'est joli et décoratif. Elle se marie bien avec le reste aussi. Je vais en prendre quelques-unes. Voilà, on a un beau maquereau. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'écailles à enlever. Donc c'est très simple à préparer. Il faut couper le long du dos jusqu'à la tête. On entend que ça glisse sur les arêtes. Nous pourrons les retirer facilement. Au Danemark, on a un plat traditionnel, c'est le maquereau à la tomate. Ça se marie bien. Vous avez d'un côté la fraîcheur de la tomate, de l'autre, le gras du maquereau. Le maquereau à la tomate, c'est une conserve. C'est très bon sur du pain. Le plat que je vais vous faire est très différent. Mais en même temps, c'est la même base. On prend du sucre et du sel. Moitié-moitié. C'est tout simple. Le sel et le sucre vont dégorger l'eau du poisson. Et ça lui donne une consistance plus ferme. Ça pourrait être prêt en 4-5 heures au frigo. Mais c'est mieux de les préparer la veille, de les mettre au frigo avec du sel et du sucre, et de s'en servir le lendemain. Les tomates fraîches, je les fais bouillir, puis je les plonge directement dans l'eau glacée pour que la peau se détache. Voilà, là on peut attraper la peau. On met un peu de sel, de poivre, ça suffit. Pour une tomate fraîche, pas besoin d'en faire plus. Là, je vais préparer le fromage frais. On a donc du fromage frais, un peu de jus de citron, comme ça, un peu de sel, du poivre, et ici, j'ai des graines d'aneth. Pour la vinaigrette, nous avons simplement fait mariner des roses dans du vinaigre.
Il faut un peu de temps, bien sûr, pour que le goût de ces fleurs toutes fraîches infuse. Voici la dernière étape avant de dresser l'assiette. Je fais griller la peau du maquereau. Ça caramélise bien, on a une belle peau croustillante. Ça peut tout à fait se manger cru. Il a mariné de toute façon. Mais on peut prendre une poêle bien chaude, le mettre du côté de la peau, appuyer et pchit. Je n'ai jamais vu un meilleur chef de ma vie. C'est bon, mec. Vous avez sûrement vu dans la rue des gens marcher comme ça. Peut-être que ça vous arrive, vous aussi. Ça porte un nom, hein, Smombi. Smombi, c'est la contraction de smartphone et zombie. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, le Smombi n'est pas tout jeune et il est né à Paris il y a très longtemps. C'est l'incontournable. Fénelon et Bossuet n'auraient jamais pensé assister à un tel spectacle. Dressés en haut de l'imposante fontaine Saint-Sulpice à Paris, ces grands penseurs du XVIIe siècle en voient passer de toutes les couleurs sur le parvis de la célèbre église du 6e arrondissement. Des pigeons par centaines, des touristes en pamoison devant les bassins et ces lions flamboyants, une place souvent animée. Aujourd'hui, les évêques de Pierre profitent d'une performance de Lindy Hop, une danse des années 20. Incontournable fontaine Saint-Sulpice qui cache une toute autre histoire. Celle d'un documentaire connecté bien avant l'heure. Pierre Creveuil nous raconte la sortie au cinéma en 1947 de ce film court, La télévision, œil de demain. La télévision, d'un point de vue technique, c'est quelque chose qui a été inventé vraiment scientifiquement, je dirais, avant la guerre, mais qui a commencé à se développer techniquement pendant la guerre. Et l'Allemagne était assez avancée puisqu'ils avaient installé des studios et un émetteur à Paris. Donc c'était un outil de propagande et aussi de distraction pour les officiers et les militaires allemands. Après la guerre, la France investit les studios allemands de la rue Cognac-Jay, à Paris, pour y installer sa télévision publique. Les postes de télé sont alors des ovnis dans le salon de quelques privilégiés. Étant donné que la télévision n'émettait que peut-être 2-3 heures par jour, le reste du temps, c'était un meuble sur lequel on posait un pot de fleurs, etc. Donc quand les gens montraient leur télévision, il y avait peu de chances pour que ce soit au moment où il y a une émission. Donc il fallait que ça soit joli. En France, c'est la préhistoire de la télévision. Mais en 1947, le documentariste J.K. Raymond Millet va voir beaucoup plus loin. Il s'inspire de la méthode de René Barjavel, cet auteur d'anticipation qui prévoit déjà en 1944 dans son essai « Cinéma total » l'avènement du cinéma en relief ou encore du lecteur vidéo pour regarder des films chez soi. Barjavel, pour construire ses anticipations, ses prophéties, on pourrait presque le dire, avait une méthode qu'il décrit très précisément. Je n'ai qu'un sens logique. Je me dis, que se passerait-il si ? Que se passerait-il si la télévision qui est en train de naître se développait ? Et tout le reste vient comme un pull qu'on détricote, on tire sur le fil et tout vient. Le documentaire de 24 minutes s'ouvre sur un spectacle de danse filmé en direct. Une technique qui en est à ses débuts en France. L'image de la danse pénètre dans la caméra par l'objectif classique. C'est pas le spectacle de flamenco qui est l'objet du documentaire, c'est le fait de filmer en direct pour la télévision, c'est-à-dire que l'émission était filmée, tournée, et puis transmise par le signal vidéo et audio, transmise directement à l'émetteur. Ça avait un côté un petit peu
un petit peu magique, oui. Dès 1947, le documentaire saisit tout l'impact que la transmission en direct va avoir sur nos modes de vie. Et la rue présentera un singulier spectacle. Dans une scène d'anthologie, filmée autour de la fontaine Saint-Sulpice, il prévoit l'arrivée fracassante des smartphones. C'était logique. Si l'image est omniprésente, si la technique permet de transmettre et de visionner des images n'importe où, les gens vont faire ça dès qu'ils n'ont rien d'autre à faire, dans les transports en commun, dans le métro, dans les salles d'attente, et même en marchant. Et en marchant, je marche avec mon écran et je ne sais pas où je vais et je me cogne dans quelqu'un d'autre ou dans un poteau, moi c'est arrivé. Avec la diffusion du direct, le documentariste pressent que les policiers pourront surveiller les rues à distance, par le biais de caméras. Donc on a cette petite scène extrêmement réaliste, la présence de caméras au coin des rues et la détection, la poursuite de malfrats en pleine action. Tiens, un voleur. On le poursuit vainement car il a de bonnes jambes. Dans le documentaire, c'est franchement positif, parce que ça ne s'applique évidemment qu'aux malfaiteurs. Bon, on n'évoque pas la vidéosurveillance des citoyens, des manifestants, etc. Le documentaire La télévision œil de demain semble avoir tout prévu des dizaines d'années en avance, y compris les visioconférences qui ont rythmé le quotidien des salariés pendant la crise sanitaire. Il y a cette scène très amusante, parce qu'elle est traitée entièrement avec humour, de visiophonie, donc le mot n'existait pas, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. On se téléphone, mais avec l'image. On voit une jeune femme qui est appelée par, je ne sais pas trop, par un homme, et elle a oublié de toute évidence de s'habiller. Et soudain, la jeune femme comprend. Mais cela, ce n'est pas sérieux. Après l'année qu'on a vécue, le télétravail, les réunions, Skype, Zoom, etc., ça a évoqué des souvenirs, effectivement, parce que c'était un risque inhérent à tout ce qui est visio-réunion. Ce documentaire a été projeté dans les salles de cinéma avant l'entracte et les chocolats glacés, puis il a sombré dans l'oubli. Il a été exhumé dans les années 2000, quand ses prophéties se sont réalisées. Heureusement, l'INA l'a conservé et ça fait partie des trésors de l'INA restaurés et remis en valeur. On voit des scènes qui paraissent comiques ou même un peu grotesques et qui sont celles qu'on vit tous les jours avec un certain agacement et puis maintenant avec une certaine résignation. Ce film extra-lucide remporte un franc succès sur Internet. Il est repris sur de nombreux sites, alimentant à son tour la société de l'image qu'il avait si bien prédite. C'est fou cette histoire, hein, comme celle de la devinette. Pourquoi, en juillet 1979, l'ouragan Bob, qui a frappé le sud-est des États-Unis, est-il entré dans l'histoire? C'était la question du jour. Eh bien, parce que c'est le premier à avoir eu un prénom masculin. Avant lui, toutes les tempêtes, sans exception, portaient des prénoms féminins, comme par hasard. Si aujourd'hui la parité existe, y compris en matière de catastrophes météorologiques, c'est grâce à Roxy Bolton. Cette militante féministe très active en Floride dans les années 60 ne supportait plus que les femmes soient les seules à être associées aux pires tempêtes américaines. Pendant près de 10 ans, elle va donc s'employer à convaincre scientifiques et politiciens de l'aspect discriminant de cette règle. Un combat qu'elle finira par gagner à la fin des années 70. D'ailleurs, vous avez déjà eu la curiosité de chercher si votre prénom avait été utilisé pour un ouragan? Moi, oui, c'était pas joli. Pespalt.